on va commencer. Je vais d'abord remercier Bernard de Certin pour sa présentation de ce soir. Et puis également tous les participants, toutes les personnes qui se sont inscrites à la fois en visiophonie et puis qui vont participer en présentiel à son intervention. Alors, quelques mots sur Bernard Certin. Bien évidemment, Bernard est connu d'un certain nombre de personnes d'entre vous, en particulier ceux de la région autour d'Aix-en-Provence, ceux qui ont travaillé à Marignane. Donc, Bernard a fait Supaéro. Il a ensuite travaillé au bureau d'études de Sud Aviation durant un certain nombre d'années. Il a ensuite fait l'école des essais en vol, le PNE-NER, à Istres. Et puis, à partir de 1973, il a été ingénieur d'essais en vol en charge de l'ensemble des essais et de la certification de la famille des AS350 et AS355, sans compter les recherches expérimentales qu'il a pu faire en parallèle. De 1995 à 1998, il a été ingénieur d'essais en vol et ingénieur-chef sur le C-120. Et puis, expert support personnalisé pour les problèmes opérationnels. De 2008 à 2015, il a été senior manager sur safety et sur la sécurité. Et à l'heure actuelle, il totalise en essai en vol, en tant qu'ingénieur d'essai en vol, 5500 heures de vol. Il a à son actif également 700 heures de vol en tant que pilote d'avion et 100 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère. À noter également que Bernard Certin, c'est pas n'importe qui. Il est détenteur de 3 records du monde en 1985, donc éventuellement, ils en durera un petit peu plus là-dessus. Il a reçu la médaille de l'aéronautique en 1986. Il a été primé par la 3AF en 2002. Et puis, il a participé à la préparation de l'atterrissage sur le sommet de l'Everest en 2005. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Et bien évidemment, c'est beaucoup trop rapide pour décrire la carrière et tout ce qu'a pu faire Bernard. Mais en tout cas, c'est un sacré monsieur que vous avez devant vous. Voilà. Donc, eh ben, écoute, Bernard, on va commencer ta présentation. Je vais te laisser la main et donc je vais lancer l'enregistrement. Voilà, c'est à toi. Bien. Recording in progress. D'abord, avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Antonin Ricard, directeur de l'IAE, qui a accepté de nous recevoir ici ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est vraiment un honneur de pouvoir accueillir cet événement. Et l'IAE est ami des ingénieurs puisqu'on a été connus à partir des années 55 parce qu'on a formé des ingénieurs qui souhaitaient acquérir une compétence en management et je pense que vous connaissez un de nos plus illustres alumni qui est Guillaume Faury. Et donc on est très content de pouvoir héberger ce genre d'événement. Bon, je fais pas long, je fais vraiment très très court parce que je suis pas là pour parler, mais voilà, encore une fois, on est très honoré de pouvoir accueillir ce genre d'événement dans nos murs. Merci. Merci à vous. Ensuite, je voudrais vous remercier d'être venu. J'avais des forces contraires contre moi aujourd'hui, la Saint-Valentin, et beaucoup d'entre vous qui avaient tellement de choses à se faire pardonner vis-à-vis de leurs épouses qu'ils allaient les inviter à manger ce soir au restaurant. Bien. Ensuite, il y avait le match, bon, mais c'était pas l'OM. Bien. Par ailleurs, cette conférence pour moi est assez importante. Ça fait plusieurs années que je l'avais dans mon esprit et j'entendais dire tellement de bêtises dans une période qui n'est pas très calme. Beaucoup de choses changent, des mutations. L'électronique a fait des progrès considérables, mais dans notre métier de l'aéronautique, on arrive sur des murs, sur des butées. L'aérodynamique des avions de ligne n'évolue plus. On met des petits morceaux au bout des ailes, mais ça fait gagner peut-être 1% et même pas sur les performances d'un transatlantique. Bien. Toute ma carrière, j'ai vu les températures de chambre de combustion des turbines augmenter de 10 degrés parce que les matériaux changeaient. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est arrivé à la limite. Les gros moteurs sur les avions de ligne avaient des rendements en perpétuelle augmentation. Aujourd'hui, on ne peut plus augmenter le diamètre parce que le gain dû au fait qu'on accélère plus d'air est complètement annulé par la traînée de la carène, etc., etc. Bon, concernant les moteurs que nous utilisons, nous, sur les hélicoptères, par exemple,
eh bien, est fabriqué par Turboméca. Aujourd'hui, il y a aussi une sorte de limite. Bon. Et surtout, sur les petites turbines, parce que les taux de compression sont restés relativement faibles. Je vous l'expliquerai dans ma conférence. Ma conférence est basée sur ce principe ici. Au départ, on a des énergies, les carburants, les batteries, ensuite des moteurs. Vous avez les turbomoteurs, donc les petites turbines, les moteurs diesel, les moteurs à essence actuels, et puis un nouveau type de moteur à essence sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Je vous expliquerai. Bien. Et puis les hélices. Alors, c'est un domaine mal connu, et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être comme dans les années 1903-1905, où les Américains, les frères Wright, faisaient voler un avion de plus en plus loin, et en Europe, les bricoleurs, les ingénieurs se disaient, bon, alors pour les avions, c'est raté, les Américains ont trop d'avance, et on va donc s'atteler au décollage vertical. Mais au lieu de faire des calculs théoriques, d'ailleurs je ne sais pas s'ils savaient les faire, ils ont essayé de combiner des rotors, des hélices dans tous les sens, et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, bien que sur les maquettes ça marchait, mais à l'échelle d'une machine pour décoller avec un homme, ça n'allait pas. Et je vous expliquerai pourquoi ça n'allait pas. Parce que le facteur d'échelle, c'est-à-dire ce qui se passe quand vous prenez une machine et que vous multipliez les dimensions par un certain coefficient, eh bien, les choses ne sont pas proportionnelles. Donc, ma conférence va vous expliquer tout ça. En plus, les gens racontent tellement de bêtises, il me semblait nécessaire, une fois pour toutes, d'écrire de manière simple les fondamentaux. Alors, les énergies. C'est un sujet intéressant. Vous avez d'abord les kérosènes et le diesel. C'est à peu près des carbones 10 à 14, ici 10 à 15. Ce qui est important, c'est l'énergie. 12,2 kWh par kilogramme. À peu près pareil pour les deux. Bien. Leur caractéristique, c'est leur combustion est lente. Du coup, eh ben, c'est bon pour les turbines, parce que la combustion est continue, mais si vous les mettez dans un moteur à piston, eh bien, vous ne pouvez pas le faire tourner vite. Le carburant n'a pas le temps de brûler. Même les diesels d'automobile ont fait des tas de progrès. Mais par exemple, quand vous partez de l'usine à Marignane pour venir à Aix et que vous avez la montée du Réaltor, si devant vous, vous avez une berline moderne diesel et que vous arrivez derrière avec votre voiture à essence et vous roulez vite et vous allez le doubler, vous verrez que le gars qui regarde dans le rétroviseur, qui vous voit arriver, il appuie. Et systématiquement, vous avez la fumée noire qui sort derrière. Parce que en mettant une combustion trop riche, eh ben, ça fait des particules, ça ne marche pas. Bon. Je pourrais trouver d'autres exemples. Aujourd'hui, à cause des guerres qui nous environnent, on entend parler beaucoup de chars d'assaut. Eh bien, par exemple, le char Abrams, eh bien, lui, ils ont pris une petite turbine que je connais bien, le LTS 101, avec un échangeur, et ils n'ont pas mis de moteur diesel dessus. Bon. Et ça a posé de tas de problèmes. Alors ensuite, vous avez l'essence que nous connaissons, qui est aussi à 12,2 kWh, à peu près, par kilogramme. Hein, par litre, ça ne fait pas pareil, parce que bien sûr, les densités ne sont pas les mêmes. Ensuite, vous avez l'éthanol. L'éthanol, carburant moderne, j'utilise beaucoup dans mes voitures à essence, et ce genre de carburant ou l'autre, ça permet de faire des moteurs à piston rapides. Donc, on va pouvoir jouer là-dessus pour inventer des nouveaux moteurs. L'éthanol pose pas mal de problèmes. Alors, je les ai décrits ici. L'éthanol a la mauvaise habitude d'attaquer l'oxyde d'aluminium, la L2O3. Cet Al2O3 est très intéressant parce qu'il est étanche. Et donc, une pièce en aluminium qui a été oxydée par l'atmosphère ne s'oxyde plus. Si vous mettez de l'éthanol dessus, l'éthanol bouffe cette couche et vous reoxydez. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, vous allez avoir des trous
dans les alliages. C'est pour ça que, bon, moi je l'utilise dans mes voitures. Hein. Je pense que les voitures seront cassées avant qu'il y ait les troncs. Mais enfin, bon. Il y a aussi ce carburant a tendance à absorber l'humidité. Bon. De plus, si vous démarrez par temps froid, eh bien, vous avez du mal à démarrer parce que l'énergie nécessaire pour vaporiser l'éthanol est plus forte que celle pour vaporiser un autre carburant. Bon, il suffit l'hiver de mettre un peu plus d'essence normale dans votre réservoir. Moi, c'est ce que je fais. Bien. Et après, il y a le butanol, c'est-à-dire d'autres carburants. Alors, vous voyez, pourquoi est-ce que l'éthanol est moins performant que les autres? Parce que vous voyez arriver ici de l'oxygène. Or, l'oxygène, c'est pas nécessaire puisque on le prend dans l'air pour la combustion. Et donc, vous voyez que ici, pour la même masse de ces molécules, vous mettez moins de carbone puisqu'il y a une partie de la masse qui est prise par l'oxygène. Bien. Ici. Si vous regardez le butanol, qui est un autre exemple, ça n'existe pas encore, mais ça pourrait exister, ça va exister. Vous voyez que c'est pas un C2, c'est un C4. Donc, l'oxygène qui nous embête, relativement, c'est moins lourd dans la masse globale, en pourcentage. Ce qui fait que vous récupérez de l'énergie. Ce carburant n'existe pas encore. On l'obtiendra, non pas en cultivant des plantes spéciales, mais en récupérant les déchets verts. Bon. Je connais ici dans la région des gens qui travaillent là-dessus pour le moment. Bien. Au niveau des batteries, en 2008, j'ai essayé, avec une équipe à Marignane, de faire de l'hybridation sur un écureuil. C'était la mode. Et j'avais mesuré sur mes machines, sur mes prototypes, qu'en mettant 20% de la puissance de la machine, la puissance est limitée par la BTP, c'est 500 kW sur cette machine. En mettant 20%, c'est-à-dire 100 kW, eh bien, au lieu de descendre en autorotation à 1800 pieds minutes, je ne descendais qu'à 900 pieds minutes. Et je vous assure que pour faire la finale de l'autorotation, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. De même, sur panne moteur, eh bien, le fait d'avoir ces 20% de puissance qui se mettent en service permet de rallonger pas mal le temps de réponse du pilote. Bien. À l'époque, on me promettait pour 2014 à peu près 0,5 kWh par kilogramme. Bon, ces batteries qu'on me promettait, je les ai jamais vues. En 2022, on peut estimer que les batteries sont à 0,2 kWh par kilogramme. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pas grand-chose. C'est toujours du lithium, traité de la même manière. Et si on a gagné en masse, c'est parce que l'industrie a su fabriquer des boîtes plus légères. Bien. Et je pense la limite théorique sera à 0,25. Donc, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Et aujourd'hui, je ne vois pas trop venir. Vous verrez, la dernière planche de présentation donne quelques exemples de ce qui pourrait arriver. Oh, je ne sais toujours pas faire marcher son truc, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux avancer? Oui. Et c'est là, c'est la flèche du droit. Non, ça ne bouge pas. Ben, ça va. Voilà. Alors, j'ai refait une planche sur les carburants en comparant deux carburants, l'essence et l'éthanol. Et donc, j'ai calculé pour 1 litre d'air, eh bien, ce qui allait se passer quand on brûle tout ça. Vous voyez que l'essence a une capacité beaucoup plus forte que le 85, capacité énergétique. Si vous faites une combustion complète, donc la combustion stöchiométrique, vous arrivez à obtenir quand même avec le 85 un peu plus d'énergie. C'est-à-dire que vous aurez une combustion qui va donner une température un peu plus forte, mais en mettant beaucoup plus de carburant. Et on peut estimer, les spécialistes m'ont confirmé la valeur, que vous devriez consommer entre 15 et 20% avec le E85 par rapport à de l'essence normale. Bien. Moi, sur mes voitures, en conduisant normalement, en ville, eh bien, je ne le vois pas. Je ne vois pas cette différence. Et en fait, c'est parce que pour les puissances intermédiaires, eh bien,
ces différences de consommation existent beaucoup moins. Et aujourd'hui, il existe des boîtiers Flex Fuel qui vous permettent de augmenter l'avance à l'allumage. Pourquoi? Parce que le 85 a un indice d'octane supérieur. Il est au moins égal à 104, alors que le 98, l'essence, c'est 98, l'indice d'octane, par définition. Bon, donc ici, je pense que en mettant des boîtiers Flex Fuel sur les voitures, on arriverait à réduire pas mal la consommation de ce carburant. C'est une époque transitoire. Il est probable que dans 10-15 ans, on ne tournera plus avec ce carburant à cause de tous ses défauts, mais on en aura d'autres équivalents et même meilleurs. On peut en plus augmenter le taux de compression. Pour l'industrie aéronautique, finalement, faire un moteur à piston, c'est un peu plus simple que pour les voitures. Parce que pour un moteur de voiture, vous pouvez vous mettre à 3000 tours au couple max, vous appuyez à fond sur l'accélérateur et là, si vous n'avez pas le bon indice d'octane ou si vous avez un taux de compression trop élevé, vous allez entendre des coups de canon dans votre moteur. Ce sera du pompage et des bombes. OK. En aéronautique, c'est différent. Que vous soyez sur un avion, eh bien, quand vous mettez les gaz, vous êtes toujours sur la caractéristique hélice. Et au moment où vous allez tirer la puissance, vous serez à fort régime. Et donc, dans le diagramme, vous n'êtes pas du tout au même endroit. Donc, on pourrait se permettre, dès aujourd'hui, d'augmenter plus les taux de compression sur les avions ou sur les hélicoptères. Sur l'hélicoptère, c'est pareil. Le régime du moteur est lié au régime du rotor. Le rotor, il a une plage utile en vol normal, que ce soit en croisière ou en stationnaire, qui est très faible. Donc, le moteur est toujours à régime élevé et vous n'avez pas ce problème de sensibilité du moteur autour du couple max pour avoir des explosions non voulues. Décidément, cet ordinateur ne m'aime pas. Ah, c'est pas sur ce bouton-là qu'il fallait appuyer. Bien. Alors, comparer des moteurs différents, c'est pas simple. Et pourquoi? Parce qu'une turbine a un fonctionnement très différent de moteur à piston. Et donc, pour les mettre sur un même diagramme, c'est difficile. Alors, j'ai trouvé la solution. Ici, je vous donne en kilogrammes par kilowatt la masse moteur plus carburant qu'il faut pour donner une puissance de 1 kilowatt en fonction du temps de vol. Ce diagramme ici est fait pour 2 heures de vol. Alors, j'ai porté dessus. Pourquoi 2 heures? Parce que plus j'augmente le temps de vol, plus je vais favoriser les moteurs à piston. Donc, j'ai pas voulu. Et j'ai dit, 2 heures, c'est pas mal, c'est un temps moyen. Alors, vous avez ici le vieil Artust. Vous voyez, il était lourd. Il était ici, en pointillé, c'est la masse spécifique des moteurs, aux alentours de 400 grammes au kilowatt. Ici, le RR300, c'est Rolls-Royce qui a racheté le C20B, qui montait sur le Jet Ranger américain, qui est monté sur le bimoteur Écureuil, première génération, qui est là. Vous avez ici un Ariel. Alors bon, j'ai mis ici le 1D1. C'était l'un des premiers, un Ariel 1, donc la régulation non FADEC, hydromécanique. Et puis, le meilleur moteur que nous utilisons aujourd'hui, qui est le RTM 322. Les 22 sont partis là, mais en fait, ils sont ici. Et qui est donc à une masse spécifique un peu inférieure au 0,2 kg par kilowatt, qui est un bon moteur. Et pourquoi il est si bon que ça? Parce qu'il a un taux de compression de 14. Qui est le plus élevé qu'on ait jamais eu sur les petites turbines. Et que les consommations spécifiques des moteurs sont directement liées au taux de compression. Sur le moteur Ariel, ici, où j'ai un chiffre de 0,34, eh bien, j'avais 0,34 en 75 lors du premier vol de l'Écureuil avec ce moteur-là, qui était un Ariel 1. Et celui-ci, qui est un Ariel plus récent, ou même les Ariel 2, sont toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que le taux de compression est toujours resté égal à 8. Alors, j'avais rouspété, j'avais demandé. Turboméca m'a proposé un Ariel 3 avec 2 compresseurs centrifuges. Le taux de compression aurait été de 10 et du coup, on aurait consommé 20% de moins.
mais ce moteur était plus gros. Il aurait fallu que Turboméca imagine un Ariel à 80% en taille, et sur cet Ariel plus petit, fasse les améliorations qu'il me proposait. À ce moment-là, ça aurait fait le moteur qui m'aurait donné la bonne puissance pour l'écureuil, avec 20% de consommation en moins. Bon. Après, j'ai mis des moteurs à piston. Ici, pour mémoire, le Samson qui a été monté sur l'Alouette 1. Vous voyez, moteur vertical, en étoile et tout, mauvais moteur. Par contre, ça c'est un rail 1820, 1830. Ce sont ces moteurs-là qui ont fait voler tous les avions à hélice, Deuxième Guerre mondiale, etc., tous les bombardiers, et ils sont pas mauvais, finalement, ni en masse et en consommation spécifique, c'est pas mal. Bon. Là, vous avez les Lycoming. Là, c'est le mien. Le 300 chevaux, 223 kW que j'ai sur mon avion. Un PA32. Il est à 1 kg au kilowatt. Et puis, bon, 0,245, vous verrez, j'ai une planche ici. Ça, c'est le même, mais en 4 cylindres, donc un peu moins bon, moins optimisé. Ici, vous avez des moteurs Centurion. C'est des moteurs de voiture diesel que l'on a avionnés. Bon, ça marche pas très fort parce que ils ont un réducteur. Le diesel tourne doucement. Il faut mettre un réducteur pour arriver à avoir un régime d'hélice correct. Et ces moteurs-là, le réducteur, ces gens-là ont essayé SMA aussi. Vous avez entendu parler de SMA qui avait fait un moteur 4 cylindres à plat avec d'énormes pistons et tout ça à la mode habituelle. Et ils n'ont jamais réussi à faire marcher ce moteur correctement à cause du réducteur. D'ailleurs, sur les moteurs aujourd'hui que l'on trouve en aviation légère et qui ont un réducteur, vous avez par exemple des moteurs de 100, 120 chevaux, injection, ils sont jolis. En maintenance, ils se débrouillent pas mal. Par contre, vous avez le réducteur qui a un TBO de 600 heures, alors que les visites sont à faire à toutes les 1000 heures. C'est aberrant. Ils auraient dû renforcer le réducteur pour le mettre à 1000 heures. Tout ce qui fait que les mécanos, ils font la révision à 600 heures. Bon. Et ils me disent comme ça, on fait économiser de l'argent aux propriétaires. Bon, enfin. Okay. Ici, ça c'est d'autres moteurs diesel. Ça c'est le diesel 4 temps, 8 cylindres, 300 kW qu'on a fait fabriquer chez Eurocopter, Airbus hélicoptère maintenant, qu'on a fait fabriquer pour monter sur le C-120. Ça s'est passé en fin 2014, fin 2004. C'est le moment où j'ai quitté les essais en vol. J'ai écrit une lettre au PDG lui disant qu'il fallait surtout pas faire ça, que c'était une connerie, parce que si le moteur diesel que l'on montait avait une masse, là il était donné pour 900 grammes au kilowatt, vous voyez, 900. Eh bien, s'il était supérieur à 600 grammes, ici, jamais, par la diminution de la consommation, on ne rattraperait la masse de départ. Bon, ils m'ont pas écouté, ils ont fait construire ce moteur. Ce moteur était plus léger que les autres parce que tous les systèmes anti-vibratoires avaient été démontés. Ce qui fait ce moteur vibrait énormément. Et vous savez, un diesel, ça a un débit d'air important pour la même puissance par rapport à un moteur à essence. Eh bien, il y avait des tas d'échangeurs pour les compresseurs, pour tout, et toutes ces pattes qui fixaient les échangeurs sur le moteur cassaient. Ce qui fait que les essais en vol ont dû durer pendant un an et demi. Il y a dû avoir 8 heures de vol. Et ce trasque, si je puis dire, il est aujourd'hui, vous pouvez le voir, au musée de l'air à Saint-Victoré. C'est horrible. Bon. Ensuite, à l'époque, j'y croyais au diesel, j'avais fait pas mal d'études. Je trouvais qu'on avait pas mal progressé. Il y avait 2 autres, des diesels, vous voyez, des diesels de temps. C'est l'OPOC, c'est un moteur à piston opposé, comme ça. Et le Gemini, ici, est un moteur anglais de 125 kW. Il est trop petit pour nos utilisations, mais bon, il n'y a jamais eu de réalisation. Celui-ci est un moteur très large. Je ne vois pas comment on pourrait l'intégrer sur les capots. Le 2 temps pour le diesel était une solution qu'il fallait étudier, mais bon. Nous, ce que l'on propose aujourd'hui, c'est un moteur qui se situe par là. Bon, je vous expliquerai comment on fait. Donc,
le diagramme qui est ici, c'est la masse du moteur divisée par sa puissance, plus la consommation spécifique multipliée par la durée du vol, pour avoir des unités homogènes, bien sûr. Alors, la planche précédente vous montrait les caractéristiques différentes des moteurs pour 2 heures de vol. Alors, je trouvais que c'était un peu réducteur, et là, je vous ai fait un tableau différent, et ici, ce sont les heures de vol. Donc, les moteurs diesel, les turbomoteurs, les moteurs diesel, les pistons essence ou le moteur que nous on propose, eh bien, sont dans cette colonne-là, on trouverait les mêmes valeurs. Ici, j'ai rajouté l'électrique. Alors, l'électrique, 0,2 kW par kWh, l'inverse, ça fait 5 kWh par kW. Bon. Et avec le temps, vous voyez que petit à petit, les meilleurs moteurs changent. Vous voyez par exemple que le moteur à essence finit par être doublé par le diesel parce que sa consommation est plus faible, mais il faut déjà aller au moins à 4 heures de vol, si vous voulez. Bien. Alors, j'ai rajouté ici un petit dessin qu'il faut bien avoir en mémoire. C'est que même, j'ai pris l'exemple de l'Ariel 2B2, qui est un Ariel 2 de dernière génération, et à la puissance de décollage, sa consommation spécifique, aux alentours de plus de 700 kW ici, est de 0,34. Mais si ça, c'est la puissance de décollage. Si vous volez à la puissance maxi continue ou à une puissance plus faible, eh bien, votre consommation va monter ici. Va monter. Et au ralenti, c'est des moteurs qui consomment beaucoup. Enfin, dans l'absolu, pas beaucoup, mais en consommation spécifique, consomment beaucoup. Vous pouvez facilement, pour un vol que vous faites sur un hélicoptère qui fait de la recherche, qui ne tire pas beaucoup de puissance, vous pouvez facilement monter à 0,4 au lieu de 0,34. Bon. Les moteurs à piston, et c'est le cas de notre moteur, eux, eh bien, vous êtes à 0,22 à la puissance décollage, et aux puissances plus faibles, vous arrivez à 0,2. C'est complètement différent. Donc, il faut faire très attention quand on compare des turbines. Même si on arrive, à part des astuces, à vous faire une turbine qui, à la puissance maxi, va donner une consommation spécifique pas trop forte, attention dès que vous la réduisez. Cette remarque ici devrait presque nous interdire à fabriquer des bimoteurs. Parce que quand vous fabriquez des bimoteurs, vous mettez 2 moteurs puissants pour couvrir la panne d'un moteur, et en croisière, vos moteurs, ils sont là. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Après avoir fait l'essai de mon hélicoptère hybride électrique en 2008, vu les résultats, j'ai passé un brevet d'hélicoptère à 2 moteurs et demi. C'est-à-dire, j'ai imaginé 2 turbines que l'on, par exemple sur un Super Puma, dont on réduirait la puissance pour qu'en bimoteur, elle soit juste. Et dans le cas où on aurait la panne d'un moteur et où on passerait, donc sur le 2e moteur, on n'aurait pas assez de puissance, je mettais un 3e moteur, plus petit, comme un APU, mais qui aurait été relié à la transmission arrière. C'est-à-dire que quand vous mettez en route le 3e moteur, vous pouvez par là faire tourner tous les rotors, et vous pouvez même, à forte puissance, entraîner le rotor arrière, qui est relié bien sûr à la mécanique principale, eh bien, sans charger plus la BTP. Bon, j'ai fait ça parce que j'avais été agacé par les résultats de tout notre travail sur l'hybride électrique. Alors, vous voyez que l'électrique, dès que vous commencez à augmenter les temps de vol, pour fournir 1 kW, il vous faut des masses considérables. Et en plus, c'est pas écrit dans ma planche, mais je vous le dis, dans l'électrique, j'ai compté la masse des moteurs, la masse des batteries. J'ai pas compté la masse de l'électronique. Parce que on pouvait faire un tas de choses différentes et que c'était tellement absurde que c'était pas la peine que j'en rajoute. Alors, les moteurs électriques, parce qu'il faut en parler quand même. Eh bien, un moteur électrique, ça pèse aujourd'hui à peu près 100 grammes par kilowatt. Les batteries, je vous l'ai dit, sont à 0 kWh par kilogramme. Donc, pour une durée de 2 heures, par kilowatt, il faut la masse du moteur, plus la masse de batterie, ça fait 10 kg par kilowatt.
Et je vous dis, j'ai pas compté l'électronique. Bon. Et le moteur, le meilleur moteur des planches précédentes, le moteur que j'appelle le moteur bac, vous verrez plus tard ce que c'est, eh bien, 0,36 kg par kilowatt, plus 2 fois 0,2, ça mène à 0,76 kg par kilowatt pour 2 heures. Donc, la conclusion, plus la puissance nécessaire à votre machine volante sera importante, plus il faudra éviter le stockage d'énergie par batterie. Alors, les hélices. Alors, les hélices, normalement, bon, il y a des théories très complexes, mais je vais rester simple. Ici, je vous donne la formule générale, la puissance en fonction de la traction de l'hélice pour une hélice de rayon R, et ici c'est une constante de ρ. ρ, c'est la masse volumique de l'air qui vaut 1,225 kg par mètre cube au niveau de la mer en standard, et puis 3,14. Bien. Le coefficient qui est ici, eh c'est un coefficient qui normalement dans la théorie de Froude vaut 1, et que moi, j'ai déterminé par essais successifs sur mes hélicoptères. Notamment, j'ai la chance d'avoir peut-être le seul hélicoptère, l'écureuil, qui a eu un rotor conventionnel ou un fenestron. J'avais tellement de problèmes de mise au point sur le rotor conventionnel, qui est un peu le talon d'Achille de l'écureuil, que j'avais demandé à René Mouille de me fabriquer un écureuil avec un fenestron. Il a fini par le faire. C'est la machine qui aujourd'hui se trouve à l'entrée de l'usine, qui a été repeinte parce que chaque fois que je rentre dans l'usine, je téléphone au directeur, vous avez vu l'état dans lequel il est, mon appareil. Cet appareil, j'ai volé 1 an et demi dessus, j'ai fait tous les vols avec Pierre Loranchet, et il doit avoir 65 heures de vol. Il est neuf. C'était une machine magnifique. Mais Mouille a fait une bêtise. Dans le fuselage, il a modifié l'arrière du fuselage pour essayer de gagner de la vitesse. Un peu comme il avait fait jadis sur le super frelon du record. Inutile de vous dire que j'ai jamais pu mettre en évidence combien de nœuds cette modification a faite. Par contre, cette modification avait une conséquence, c'est que le fenestron qu'on avait imaginé et monté ne se montait pas sur une cellule d'une machine de série. Il aurait fallu adapter. Première erreur. Deuxième erreur, ce fenestron est fait en 2 coquilles. Poutre de queue, carène fenestron. 2 coquilles ensemble. Bien. Cela avait paru astucieux aux ingénieurs du bureau d'études qui avaient inventé ça, et la production s'est roulée par terre en disant qu'elle ne voudrait plus jamais fabriquer un truc comme ça. Non, il fallait faire une poutre de queue, et comme on arrive toujours à mettre du lest à l'arrière pour centrer correctement les machines, surtout les machines où tous les passagers sont devant le mât, hein, écureuil, C120, etc. Et donc, on aurait pu faire des poutres de queue, même un peu plus lourdes que prévu, standard, en dural habituel. C'était pas bon. Donc, j'avais monté ces 2 machines, j'avais fait faire à la série des espèces de rails dans lesquels on pouvait mettre les machines de série, en bloqué, et les compagnons qui mettaient en route les machines pour faire les essais sol n'avaient pas besoin d'être des pilotes. La machine ne pouvait pas décoller. Donc, je mettais par sécurité, je mettais mes prototypes l'un et l'autre dans les rails, j'enlevais les pales principales et j'avais un poteau sur le côté avec une jauge très rigide qui venait prendre le milieu de la boîte de transmission arrière. Et comme ça, quand je mettais du pied, eh bien, je pouvais mesurer la traction du rotor arrière de manière très précise parce que je n'avais aucune déformation du train, dont je ne faisais pas d'erreur. Et ça, après avoir enlevé les pales principales. Si j'avais gardé les pales principales, elles m'auraient mis du couple, le train aurait bougé et ça m'aurait faussé toutes les mesures. Ça a failli me jouer des tours parce que du coup, quand j'augmentais le pied, si quelquefois la fatigue, tout ça, je donnais un doublé au pied, eh bien, la régulation du moteur partait en régime élevé, en régime faible, parce que j'avais plus l'inertie du rotor principal. Ceci mis à part, j'ai pu mesurer des polaires très précises du rotor arrière, du fenestron, etc. Et j'ai déterminé ce coefficient, ici, 1,85.
Alors, cette formule, eh bien, on peut la transformer en faisant intervenir ici toutes les constantes et en disant on va s'occuper que d'un vol au niveau de la mer en standard. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de parler en newton, mais en kilos. Donc, la même formule ici me donne la relation entre la puissance nécessaire, la masse, la force de traction, si vous voulez, de l'hélice, à la puissance 3,5, et ici le rayon. Sachant que, pour passer d'une formule à l'autre, il n'y a pas de magie, c'est simplement que les newtons, c'est des masses multipliées par l'axe de traction terrestre qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Bien. Ceci dit, c'est ces 3,5 qui font que tout va être faussé. Donc, si je prends une hélice qui tire 10 newtons, c'est-à-dire 100 newtons, dire 10 kg, 194. La puissance, en appliquant la formule qui est là, Fn 3,5, 100 à la puissance 3,5, ça vaut 1000. C'est pour ça que j'ai pris ce chiffre, c'est simple. Donc, la puissance, c'est 667 divisé par R en watts. Bien. Donc, si le rayon de mon hélice vaut 1 mètre, il me faut 667 watts. Mais si le rayon de l'hélice est de 0,1 mètre, il me faudra 10 fois plus. Bien. On comprend pourquoi les hélicoptères ont de grands rotors. Hein? Plus votre rotor est grand, moins vous aurez besoin de puissance. On peut aller aussi un peu plus loin. Vous reprenez la formule qui est là, vous divisez des deux côtés par M, par la traction de l'hélice, donc. W sur M, ça fait 20,49, racine de M sur R. Bon, en recombinant tout ça, et en revenant non plus au rayon, mais à la surface de l'hélice, vous obtenez cette formule. S étant la surface de l'hélice. Et vous voyez que la puissance par unité de masse, de traction, eh bien, est proportionnelle au rapport à la racine de M sur S. Et ça, c'est la charge au disque. Vous voyez? Ici. Donc, pour une traction hélice donnée, eh bien, plus vous allez réduire la surface de l'hélice, plus vous allez augmenter ce rapport. Alors, je suppose que j'ai une maquette qui pèse 15 kg et un rayon de 1 mètre. En appliquant les formules là-haut, je trouve que la puissance va être de 1190 watts. Bon, maintenant, je me mets à l'échelle K. Le rayon n'est plus 1 mètre, il devient K mètres. La masse va être multipliée par K au cube. Le rapport va être multiplié par racine de K ici. Bien. Alors après, je décline en l'échelle 1,8. Vous verrez pourquoi. Et j'obtiens une traction de 87 kg et une puissance de 9 kW. Maintenant, pour vérifier si mes calculs ne sont pas idiots, je l'applique à des machines existantes. Là, échelle 3,6, donc rayon de 3,6, la masse 700 kg, c'est exprès que j'ai pris cette échelle, et vous trouvez 105 kW, et ça c'est l'hélicoptère Cabri. Bon. Ensuite, je me mets à l'échelle 5,3. L'échelle 5,3, la masse 2233 kg. Pourquoi? Parce que c'est un 350 B2, c'est une de mes machines. Et le W sur M est là, et la puissance 407 kW. Bien. Bon. Alors maintenant, si je regroupe 8 hélices correspondant à celle-ci, alors 8 fois 87,5, ça fait 700 kg. Donc vous êtes à la masse du Cabri. La puissance, c'est 8 fois la puissance qui est là, donc vous avez 74 kW. Alors on dit c'est vachement intéressant, je consomme beaucoup moins que le Cabri. Mais attention, mais les hélices sont inscrites dans un cercle de 16 mètres de diamètre. Pour respecter le même diamètre que l'hélicoptère actuel, il faudrait prendre un rayon de 0,8. En refaisant tous les calculs avec le rayon de 0,8, je trouve une puissance 1,6 fois supérieure à celle du Cabri. Donc, conclusion, la multiplication des hélices sans augmenter l'encombrement global fait diverger la puissance. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi vous voyez des drones avec des tas d'hélices, des tas de trucs, des hélices partout, parce que ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de surface d'hélice. Vous savez, c'est comme quand vous faites des gâteaux,
et que vous avez la pâte, si avec un verre, vous venez enlever la pâte pour faire des gâteaux ronds, eh bien, une fois que vous avez fini, il vous reste de la pâte et une grande surface de pâte. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu utiliser à 100% la surface. Or, ce qui compte, c'est la surface totale des hélices. Alors, maintenant, je vais l'appliquer à un cas concret. Alors, nous avons un ami, il fabrique des drones, et il veut fabriquer un drone dont la masse est de 600 kg, équipé d'hélices 2 à 2 contrarotatives, et dont le rayon n'est pas très important, il vaut 0,785 mètres. Bon, alors je lui ai dit, je vais te calculer avec ma formule magique ce que tu vas pouvoir faire. Donc, chaque hélice porte 75 kg et ça donne une puissance 17 kW et au total 135,6 kW. Bien. Comme il a des hélices contrarotatives, j'ai estimé que la puissance serait réduite et qu'en fait, il lui faudrait 122 kW. Bien. Mais ça, c'est juste pour tenir le stationnaire au niveau de la mer en standard. Et j'ai estimé qu'il fallait bien quand même monter verticalement et qu'il fallait prendre, et j'ai estimé un rapport, un coefficient de 1,4 qui me paraît raisonnable. C'est-à-dire qu'au décollage, il me faudrait disposer de 170 kW. Bon, ne pas oublier la formule complète, ici, dans laquelle ρ, c'est égal à ρ0, P en millibars sur 1013, 288 sur T en degrés K. Ça vaut, quand P vaut 1013 et T vaut 288, ça vaut 1,225 kg par mètre cube. Bien, puissance calculée au niveau de la mer, etc. Bon, en altitude et par temps chaud, la puissance sera plus forte à cause des variations ici dans ces facteurs. Si l'on considère une puissance moyenne de 122 kW, cette valeur ici, et avec les batteries actuelles de 0,2 kWh par kilogramme, pour 1 heure de vol, il faudra 600 kg de batterie, 610 kg. Et pour 35 minutes, alors pourquoi 35 minutes? Parce que dans son projet, notre ami voulait voler 35 minutes. Et donc, ça fait quand même 356 kg. Ensuite, il m'a expliqué que lui, il avait des batteries meilleures qui feraient 0,265 kWh par kilogramme. Bon, même avec ces batteries merveilleuses que j'ai jamais vues, et qui, à mon avis, n'existent pas, il y en faudrait 259 kg, toujours pour 35 minutes. Ces masses sont grandes devant la masse totale de 600 kg, parce que tout ça, c'est bien joli, mais on ne fait pas un drone pour qu'il décolle tout seul, sans rien dedans. Il va bien falloir le charger. Bien. Alors, il est tentant de remplacer une grande partie de ces batteries par un générateur type motorbike qui va peser avec son carburant 1 kg par kilowatt, c'est ce que j'ai montré dans mes planches, pour 3 heures de vol, soit 122 kg, puisque c'est 122 kg là-bas, ou 170 si on veut se caler sur la puissance maxi qui sert au décollage. Mais en fait, cette puissance, on l'utilise pas tout le temps. Vous voyez, la problématique, elle est là, et ces chiffres sont irréfutables. Et si quelqu'un vient vous trouver en vous expliquant qu'il va vous faire un drone merveilleux, qui vole longtemps et qui est en électrique, eh bien, vous n'avez plus qu'à lui demander quelle est sa masse, quel est le diamètre des hélices, combien il en a, et vous faites ce calcul qui est tout bête. Je vous ai donné la clé, la formule miracle, et vous verrez que c'est pas du tout évident. D'ailleurs, ça va être très simple. En 2024, il va y avoir les Jeux Olympiques, et tout le monde nous a promis des drones, des taxis qui allaient décoller des villes. Vous ne les verrez pas. Vous ne pouvez pas les voir. Mais il y a des tas de gens qui ont reçu des sommes colossales pour faire des choses qui n'existeront pas. C'est la physique, elle n'aime pas être violée. Alors, ça fait un moment que je vous parle d'un moteur merveilleux. C'est pas un tapis volant. Hein. Alors, j'aime bien, moi, toujours partir de l'existant. Alors, pour moi, l'existant, c'est, par exemple, pour les moteurs à piston, mon avion, j'ai un PA-32, c'est un bel avion, avec un moteur de 300 chevaux, Lycoming, 6 cylindres à plat, et
qui fait 223 kilowatts et qui donc pèse 223 kilos. Alors, par déformation professionnelle, je l'ai équipé d'une installation d'essai et notamment, je mesure précisément le débit carburant, je mesure la pression d'admission, le régime rotor, les températures, etc. Et ici, ce vol représente un vol où, avec mon épouse, je suis revenu de Saint-Giron au terrain des Milles. Vous voyez le décollage. Bon, comme pendant le décollage à la puissance maxi, on règle la richesse. Et puis en plus, j'ai joué avec parce que j'avais besoin de résultats. Et ici, on a le vol stabilisé. Vous voyez d'abord qu'au niveau du vol stabilisé, ce moteur, qui est un bon moteur, que j'aime bien, a une injection qui date des années 60, injection mécanique. Et vous voyez qu'il y a le cylindre 6 qui est beaucoup plus froid, température d'échappement que les autres. Bon. Le cylindre 6, ça fait sur les moteurs à piston, quand vous êtes en place pilote, les cylindres impair, c'est à droite, les cylindres pairs, c'est à gauche. Et pour le moteur Lycoming, on commence à compter les cylindres à partir de l'hélice. Donc, c'est le dernier cylindre vers le pilote à gauche. C'est là où se fait d'ailleurs la mesure que vous avez normalement en planche de bord pour vous permettre de régler la richesse. Bon. J'ai fait des permutations d'injecteurs pour essayer de ramener tout ensemble. Ça n'a strictement rien changé. J'en ai conclu qu'il y avait autre chose et que probablement la répartition des débits d'air n'était pas correcte. Mais bon, voilà. Alors, par contre, si je m'intéresse ici aux consommations, vous voyez qu'il y a un écart de 70 degrés entre le cylindre 1, qui est à 815, et le cylindre 6, qui est à 745. Bon, j'explique que je n'ai pas réussi à résoudre ce problème, mais quand la température échappement du cylindre 1, c'est des mesures qui sont au-dessus des valeurs là, j'ai 107,3 litres heure, puis je règle la richesse et j'amène la température d'échappement de 719 à 800 degrés. Quelque part par ici. Bon. Et là, la consommation, au lieu d'être à 107 litres heure, elle passe à 78,6, soit 27% de réduction pour 80 degrés d'augmentation. Bon, si je savais remonter cette température avec les autres, en remontant de 70 degrés par une règle de 3, je verrais que je réduirais la consommation de 4%. Bon. Donc, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui sur ces moteurs, si on met un FADEC beaucoup plus précis, que la richesse est rendue automatique, dans toutes les phases transitoires, on peut réduire la consommation de 30%. Et voyez qu'en croisière, la consommation aujourd'hui, qui est de 0,245 kg par kilowattheure, est pas tellement supérieure à celle que j'espère trouver avec le moteur dont je parle. Alors, voilà un peu le moteur dont je parle. Et d'abord, réduction de la masse du moteur. C'est fondamental, c'est ça le plus important. Plus que la réduction de la consommation, c'est la masse du moteur. Alors, pour faire une comparaison valable, il faut garder la même puissance. Et donc, la même puissance, c'est le même débit d'air. Donc, il vous faut garder le même débit d'air. Vous ne devez pas, sur les pistons, dépasser 12 mètres par seconde de vitesse moyenne si vous voulez avoir un TBO de 2000 heures. C'est-à-dire ne pas user votre moteur trop vite. Et il n'est pas question de faire une Formule 1 qui est capable de faire que quelques courses, etc. Il y a un moteur de compétition. Bon. Alors, ce moteur, dont voici un exemple 3 cylindres, vous voyez, et sous Katia V5, ici, l'écorché du moteur. Alors, comme ce moteur va tourner vite, il tournera à 7500 tours à continu et 8005 en puissance décollage. Bon. La masse spécifique de ce moteur, eh bien, elle sera comprise, alors celui-ci, non, sera à 0,35. Mais on pourra faire d'autres moteurs dans cette série allant de 0,25 à 0,35. Et comment fait-on pour réduire la masse spécifique? Eh bien, il suffit d'augmenter le régime du moteur. Alors, quand vous augmentez le régime du moteur, pour maintenir le même débit d'air, il faut réduire la cylindrée.
Et en réduisant la cylindrée, vous réduisez la masse. Ça, c'est le premier secret. Ensuite, la réduction de la consommation. Bon, il va falloir faire un contrôle permanent de la richesse. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas fait aujourd'hui. Contrôler la richesse cylindre par cylindre. C'est-à-dire ne pas avoir la mésaventure que j'ai sur le Lycoming, d'avoir un cylindre plus froid que les autres. Augmenter le taux de compression et contrôler l'avance de phase de l'allumage. Si vous augmentez le taux de compression, pour éviter d'avoir des détonations, il va falloir jouer, retarder l'avance à l'allumage. Et tout ça, un calculateur va savoir le faire. Et on devrait atteindre 0,22 kg par kWh et en continu 0,2. Bon. Réduction de la maintenance. Ça, c'est aussi un point extrêmement important. Et moi, comme toute ma carrière a été faite sur les turbines, je suis habitué à mesurer, ou du moins à essayer de mesurer la puissance avec un couple-mètre. Donc, ce moteur-là sera équipé d'un couple-mètre. Et alors, je vous signale que je n'invente rien et que sur les avions de ligne à moteur à piston, c'était le mécano qui réglait la richesse et il le faisait avec un couple-mètre. Un couple-mètre sur l'épi cycloïdal et on mesure le déplacement de la couronne extérieure par une pression d'huile. Donc, vous mesurez la puissance par le couple et le régime, ça c'est facile. Et le vieillissement, eh bien, vous l'avez en mesurant les paramètres du moteur. Et là, on sait mettre en équation ces choses-là et en les comparant à ce qui a été mesuré, moteur neuf au banc. Et la comparaison entre les deux va vous donner est-ce que la combustion est correcte? C'est pas suffisant. Il faudra munir le moteur d'un certain nombre de capteurs qui permettront de ne pas faire de la maintenance préventive et de ne faire de la maintenance, ce qu'on dit en français, on condition. C'est-à-dire que tant que tout marche, vous n'ouvrez pas le moteur. Moi, sur mon moteur, eh bien, qui est sur mon Lycoming, les mécanos, au bout de 50 heures, on vous démonte les bougies, ça abîme les filetages. Hein. Il y a même des bougies qui sont à filetage légèrement conique pour éviter d'abîmer les filetages. Ensuite, les câbles sont rigides et tout. Vous risquez de les abîmer et tout. En fait, la maintenance provoque plus de pannes que ce qu'elle n'en résout. Ça, j'en suis persuadé. Bon, mais maintenant, avant d'arriver à persuader les services officiels, il faudra sûrement pas mal de temps. En plus, refroidissement entièrement liquide. Nous avons au club à Aix des machines qui ont des nouveaux moteurs refroidissement par eau. Eh bien, encore récemment, sortant de révision, un avion est parti avec un moniteur et un élève, arrivé en bout de piste, hop, il a donné un coup de pied, il est revenu se poser sur la piste, ce qu'il faut jamais faire, bien sûr, et il avait cramé le moteur parce qu'il s'avait pas mis d'eau. Alors, moi, j'ai prévu d'utiliser une astuce qui a été utilisée par Porsche, qui est utilisée sur certaines motos, d'avoir un refroidissement liquide, mais d'utiliser de l'huile. Et tant qu'à faire, d'utiliser la même huile que l'huile qui sert à graisser le moteur. Alors évidemment, ça nécessite une bâche un peu plus grosse, ça nécessite des pompes à huile à pression relativement élevée pour graisser le moteur, et une pompe à huile à débit plus important et à pression plus faible qui va envoyer de l'huile à l'intérieur du moteur pour le refroidir. Bon. Et ici, vous avez l'exemple d'un moteur. Alors évidemment, c'est pas moi qui ai inventé ce moteur, c'est l'un de mes camarades qui a à peu près mon âge, qui a travaillé pendant 37 ans dans les sous-marins nucléaires, vous voyez, et qui a, de toutes ses études, a fait des logiciels qui savent calculer les écoulements à l'intérieur des moteurs à piston. C'est-à-dire comme si c'était des clarinettes. Et il arrive à faire des choses extraordinaires. Il a travaillé sur une vingtaine ou une trentaine de moteurs, des moteurs de compétition, Renault, Peugeot, des motos. Et c'est de toute cette expérience qu'il a mise dans ce moteur, enfin, ou ces moteurs. Et ici, vous avez le détail de ce moteur, la cylindrée,
Vous voyez, c'est petit, 260 cm3. Là, les âges, la course, régime. C'est ce régime de 7500 tours qui permet, avec la course, de ne pas dépasser les 12 mètres par seconde. Au décollage, on peut parce que ça dure pas longtemps. Et vous avez une puissance plus forte. La masse, 21,6 kg. Vous voyez. Et la consommation spécifique, 0,2 kWh par kilogramme. Les dimensions de ce moteur 3 cylindres, là, ça concerne toujours un cylindre. Eh bien, vous voyez les dimensions. La largeur du bloc, la hauteur, c'est des centimètres. La longueur sans réducteur, parce que devant, après, il faudra mettre un réducteur. La longueur avec un réducteur. Et bien sûr, ce moteur est équipé d'un... Alors, j'ai mis ici turbocompresseur parce qu'à l'origine, il avait fait le projet avec un turbocompresseur et je pense avoir réussi à le convaincre qu'il vaudrait mieux qu'on mette un compresseur mécanique. Parce que les turbocompresseurs, je ne sais pas si vous avez eu l'idée d'ouvrir le capot de votre voiture après avoir roulé rapidement sur l'autoroute. Eh bien, sur les anciennes voitures, on pouvait. Sur les voitures aujourd'hui, on ne voit plus rien. Vous avez le compresseur, il est rouge cerise. Et c'est pas très bon d'avoir des parties aussi chaudes à l'intérieur d'un moteur. Et l'expérience montre que si au lieu de mettre un turbocompresseur, vous mettez un compresseur entraîné mécaniquement, bah, finalement, vous n'avez pas de contre-pression à la sortie. Et au point de vue rendement, vous arrivez à peu près à l'équivalent. D'ailleurs, cette solution des compresseurs mécaniques, c'est la solution qui était adoptée pendant la Deuxième Guerre mondiale sur tous les moteurs à piston, Spitfire pour les Anglais ou les moteurs allemands et tout. Et c'est là que Turbomeca a commencé à fabriquer des compresseurs. Et pour ces moteurs-là, ils se font la même. Bon, et puis, certaines pièces pourront être fabriquées par la technique additive. C'est-à-dire, vous savez, on projette de la poudre métallique qui est fondue par des lasers et dans la machine, vous avez un plan 2D et en additionnant des plans 2D les uns au-dessus des autres, à la fin, vous obtenez une pièce en 3D. Alors, ça marche très bien pour la médecine, pour remplacer des os, hanches et tout. Et donc, là, aujourd'hui, nous, on hésitait un peu parce qu'on se disait qu'avec des alliages légers, ça marcherait pas bien. Mais aujourd'hui, il y a eu des progrès énormes et tout le monde se lance là-dedans. Bon. Je reviens un peu sur les batteries. Donc, la capacité énergétique de 0,2 kWh par kilogramme, qui est une valeur théorique. Alors, parmi vous, s'il y en a qui ont des voitures électriques, commence à y en avoir, si vous mettez en route et vous faites un seul trajet, peut-être vous allez réaliser l'autonomie que vous a donné le constructeur. Par contre, si vous utilisez votre voiture pour faire des petits trajets, chaque fois que vous mettez en route, une partie de l'énergie de la batterie sert à chauffer la batterie pour que la batterie puisse donner de la puissance. Ça se mord la queue. Bon. Dans un domaine température assez étendu, il faut augmenter de 20% la masse de batterie pour la même énergie à cause de cela. Au-delà, il faudra prévoir un réchauffage des éléments, bon, etc., etc. Si l'on veut éviter les décharges profondes, il faut prévoir 20% de plus, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de consommer l'énergie de la batterie quand elle arrive à 20%. Sinon, vous allez avoir des nombres de cycles charge-décharge qui vont diminuer et ça va vous augmenter le coût de la batterie. Maintenant, si vous l'avez sur un avion, eh bien, comme il vous faut, quand vous vous posez à avoir à peu près 30 minutes de vol en réserve, si votre vol a duré 30 minutes, vous voyez. Bon, en conclusion, c'est difficile d'utiliser ces batteries avec une valeur de 0,2. En plus, vous ne pouvez pas utiliser la climatisation. Les gens qui ont une voiture hybride, eh bien, chaque fois qu'ils mettent le chauffage, vous n'êtes plus sur batterie, vous êtes sur le moteur thermique. Et au point de vue consommation, vous consommez beaucoup parce que la masse de la batterie qui est dans le plancher est assez importante.
Alors, les batteries. Ce diagramme a été fait pour moi par un de nos amis, Pascal Chrétien, qui est un grand spécialiste des nouveaux systèmes électriques. Vous voyez ici la ligne dont j'ai beaucoup parlé, les 0,2 ou là, à la limite, les 0,25 kWh par kilogramme. Bon. Ici, je ne sais pas le nom de toutes ces batteries, mais vous voyez ici arriver des lithium-soufre. C'est des batteries sur lesquelles, ici dans la région, il y a même des gens qui travaillent. Et il semblerait que le problème soit le temps de réponse. Si on a besoin de la puissance immédiatement, la batterie met du temps à la donner, mais c'est pas immédiat. Bon, donc c'est pas encore au point. Et puis il y a le lithium-air. En fait, c'est pas exactement lithium-air, c'est lithium-oxygène. Ça veut dire que à partir de l'air ambiant, on va faire passer l'air dans des filtres moléculaires pour laisser de côté l'azote et prendre l'oxygène. L'ennui de ces filtres, c'est qu'au bout d'un certain temps, le filtre est colmaté par l'azote. Il faut passer sur le filtre à côté, renvoyer un peu d'oxygène pour éjecter l'azote. Alors, c'est pas nouveau ça, hein. Sur les chasseurs, sur nos chasseurs modernes, eh bien, il n'y a plus de bouteilles d'oxygène pour le pilote. Il y a un système comme ça. Mais enfin, les consommations, là, seraient beaucoup plus importantes. Et c'est pas encore demain la veille. Et lui annonce qu'on doublerait la capacité. Vous voyez, c'est pas multiplié par 5, c'est multiplié par 2. Bon, je n'ai aucune compétence là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les batteries, les lithium utilisés sur nos hélicoptères ou les cadmium-nickel, j'en ai utilisé. J'ai essayé d'en monter sur ma voiture. J'ai eu les pires emmerdes avec. Donc, voilà. Ok, j'ai terminé. Très bien, Bernard. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, pas trop. Donc, je vais revenir dessus. Donc, ce que je te propose, c'est de regarder bien toutes ces questions. Alors, la première, bon, il y avait une question, ça vaut peut-être le coup de le préciser parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le pouvoir calorifique inférieur. Rapidement, tu peux peut-être leur préciser. Tout le monde n'a pas une culture identique au niveau scientifique. Donc, tu peux préciser? Bon, oui, c'est la capacité que, voyons, quand on fait une combustion, il y a deux capacités calorifiques. Une en tenant compte de l'évaporation de l'eau qui est produite et l'autre sans en tenir compte. Il y a le pouvoir calorifique inférieur, le pouvoir calorifique supérieur. Bon, c'est des détails de spécialistes. J'ai pensé que ça valait pas la peine de vous brouiller les idées avec ça, étant donné que tous les chiffres que je donnais étaient dans les mêmes conditions. Oui, et puis pour plus d'informations, vous tapez PCI ou PCS sur Internet et vous trouvez effectivement les informations complémentaires. Il y avait une question de Jean-Hugues Augustin Lericourt. Qu'est-ce qui a fait la réussite de moteur Rotax? Est-ce que tu pourrais nous évoquer ce point? Les moteurs Rotax. Le moteur Rotax pèse 0,850 kg au kilowatt. Il est donc un peu meilleur que les moteurs à essence classiques comme mon Lycoming. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a un réducteur et que le moteur tourne plus vite que l'hélice. Bien. Tout à l'heure, j'en ai parlé un peu. Récemment, je suis encore allé me renseigner chez les mécaniciens au MIL qui s'occupent de mon avion. Ils m'ont dit non, c'est un moteur qui en maintenance nous pose pas de problème. C'est un moteur, quand vous le regardez, assez compliqué. Il y a des tuyaux partout, il y a des trucs. Ça n'a pas la pureté du Lycoming, certes. Mais le gros problème, je vous dis, c'est le réducteur. Et le réducteur est à 600 heures, alors que le moteur, la révision est à 1000 heures. C'est un peu idiot. Il suffisait de renforcer un peu le réducteur et d'avoir tout le monde à 1000 heures. Bon, son succès, eh bien, c'est d'abord qu'il est léger, vous voyez, puisque
Il est plus léger que les moteurs habituels. Et puis, il est dans la gamme de puissance dont les gens avaient besoin. Et il n'apporte pas les inconvénients de la transformation par un diesel. Quand vous prenez un quadriplace et que vous remplacez un Lycoming 180 chevaux par un diesel à peu près de la même puissance, eh bien, vous en faites un triplace. Parce que vous ne volez pas assez longtemps pour que la différence de consommation se voit. Je vous l'ai dit, c'est passer de 0,245 à 0,22, 0,21. Bon. En plus, ces moteurs-là, quand je vois dans les revues spécialisées les consommations qu'ils annoncent, je peux vous dire qu'on ne les a jamais vus. Bien, le succès, c'est peut-être le prix, je ne sais pas. S'il est moins cher que l'équivalent. Mais voilà tout ce que je peux en dire et tout ce que j'en sais. Et c'est un moteur à essence. Oui, c'est un moteur à essence. Une autre question de Marc Jouan. Quel prélèvement de puissance d'un compresseur méca par rapport à un turbocompresseur? Le compresseur entraîné mécaniquement a besoin, tire sa puissance de Villebrequin, c'est évident. Et le turbocompresseur, lui, est censé ne pas en demander au Villebrequin, mais il fait de l'obstruction au niveau de l'échappement. Alors, c'est difficile de répondre comme ça, mais à une époque, les Allemands ont fait Mercedes a fait une voiture qu'ils appelaient compressor, qui a un compresseur mécanique et pas un turbo. Et les gens qui en ont eu, des moteurs essence, et les gens qui en ont eu m'ont dit qu'ils étaient très contents. Mercedes a abandonné parce que, paraît-il, le compresseur faisait du bruit. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un réel intérêt au turbocompresseur, si ce n'est que ça simplifie un peu le montage, quoi, puisque on regroupe tout sur l'échappement. Mais je vous dis, à une époque, on avait travaillé sur un moteur qui devait être monté dans vous savez, à la mer, les skis qui font du ski, là, les jet skis. Et la personne qui le conduit est assise sur le moteur. Et on ne pouvait pas mettre un turbo parce que le gars, il se serait brûlé le fondement, disons. Voilà. Sinon, je pense qu'au point de vue rendement, c'est à peu près équivalent. Ça peut paraître curieux, mais l'expérience montre que c'est comme ça. Alors, une question de Jean-Hugues Loricourt. Est-ce qu'il y a un lien entre la batterie lithium-air et la batterie lithium-polymère? Non. Non. Non, il n'y a pas de lien. Pas de lien. Lithium-polymère, je suppose que à l'intérieur, il doit y avoir un polymère que je ne connais pas. Mais le lithium-air, c'est complètement différent. On injecte de l'oxygène pour oxyder le lithium. Et le couple redox, c'est lithium oxydé. Il y a une question de Gérard Cognier qui indique que tu n'as pas parlé de l'hydrogène. Ah. Eh bien, j'ai pas Est-ce parlé que tu as d'hydrogène. quelque chose à dire là-dessus? Oui, je pourrais dire d'abord, c'est vrai, l'hydrogène est un carburant puissant. Au lieu d'être à 12,2 kWh par kilogramme, il est à 3 fois cette valeur. 3 fois 12, 36, voilà. Aux alentours de 36 kWh par kilogramme. C'est vrai. Bon, l'hydrogène, ça marche très bien dans Ariane. Seulement, voilà, Ariane ou les autres fusées, vous avez dû voir le décollage, le tuyau qui amène l'oxygène liquide à moins de 145, on le débranche au dernier moment. Et ensuite, quand la fusée décolle, il y a tellement de vibrations que vous voyez toute l'humidité de l'atmosphère environnante qui sont des plaques de glace qui s'en vont. Alors vous imaginez votre voiture, en admettant qu'on sache construire, vous allez la prendre au parking et à l'arrière, à côté du réservoir, elle est couverte de glace. Ce serait drôle. Bon. Non, on ne sait pas produire à bas coût l'hydrogène. L'hydrogène produit est fabriqué à partir du pétrole. Bien. Si on fabrique l'hydrogène à partir de l'électricité, bon, ce serait peut-être une manière de stockage de l'électricité des panneaux solaires, parce que là, l'énergie ne coûte rien.
mais pour stocker, il faudrait fabriquer de l'hydrogène, mais immédiatement la transformer en méthane par une combinaison avec du carbone, du CO2 par exemple. Ça se fait en Allemagne, pour obtenir du méthane, et à partir du méthane, vous obtenez les autres carburants, les essences que vous voulez. On pourrait imaginer ça, parce que si vous ne faites pas ça, alors je pourrais faire une autre conférence sur le stockage des énergies renouvelables. J'ai fait le calcul pour 2020. En 2020, on a produit en France 540 térawattheures. Téra, c'est 10 puissance 12. Bien. Alors, j'ai calculé il y a 2 ou 3 ans avec la capacité des panneaux solaires, combien de surface il faudrait pour produire cette énergie en France. J'ai trouvé qu'il me faudrait un carré de 42 km de côté. Alors, ça m'a d'abord étonné, parce que j'imaginais que ce serait plus grand. Mais 42 km de côté, où est-ce que vous allez mettre ça? Et en fait, le vrai sujet n'est pas là. En supposant que vous construisiez cette centrale de 42 km de côté, pendant la journée, vous produisez l'énergie, le double, vous en stockez la moitié, et cette moitié, vous allez la rendre pendant la nuit. Et pour stocker cette énergie considérable, imaginez que vous allez pomper, alors je crois que j'avais fait le calcul en me servant de Serre-Ponçon, et en considérant que Serre-Ponçon, il y avait 1000 mètres entre la vallée et le niveau de l'eau. 1000 mètres. J'ai fait le calcul, et il fallait turbiner 2 fois par jour, une fois vers l'amont, une autre fois vers l'aval, à peu près tout le volume de Serre-Ponçon. Bien. Maintenant, vous regardez le débit de l'eau à Serre-Ponçon, c'est le 100e. Et pourtant, vous avez des grosses canalisations. Donc, vous imaginez, en France, il y a 100 départements, donc on pourrait faire une centrale par département. Chaque carré serait de 4,2 km de côté. Et puis, comme il n'y a pas de montagne partout, fabriquer du carburant serait pas mal. Bon, après avoir terminé cette étude, je me suis dit, c'est quand même terrible. Je ne suis pas le seul qui réfléchisse à ça. Il y a bien d'autres gens qui ont dû le faire. Et oui, en Allemagne, ça a été fait. Et il y a une centrale où il y a 40 000 mètres carrés de panneaux, plus une dizaine d'éoliennes Vestas très hautes, qui font 100 mètres de haut là. Et avec ça, ils stockent en fabriquant du carburant, en utilisant du CO2 produit par une usine à côté qui fabrique du gaz. Donc, ils ont fait un truc qui est pas mal. Ça marche depuis une dizaine d'années. Bon, c'est quand même assez compliqué. Mais, après tout, la solution de fabriquer du carburant ressemblant au carburant fossile à partir de ces filières est pas idiote. J'ai même calculé, si on faisait ça, combien de litres ou de mètres cubes de carburant il faudrait pour fournir toute la France. Eh bien, j'ai trouvé le même nombre que aujourd'hui la quantité de carburant qui circule en France pour nous livrer. Donc, c'était pas idiot. Mais bon, il paraît que Total aurait, dans la région de Fos, pourrait travailler sur quelque chose ressemblant à ça. Et en fait, vous, les énergies renouvelables, le problème, ça reste toujours le stockage. Alors, pour information, il y a une conférence de Jean Delacarte qui a été proposée au début de l'année, qui était par contre en présentiel et qui était proposée à la mairie du 15e à Paris et qui portait sur l'hydrogène. Et Jean Delacarte, donc, qui est un ancien patron d'Air Liquide, indiquait justement ce procédé plus connu sous le nom de Fischer-Tropsch, qui était utilisé d'ailleurs durant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne pour produire du carburant synthétique. Oui, mais je ne sais pas exactement, ce produit Fischer-Tropsch, en fait, était basé sur le charbon. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, oui. Ce n'est pas basé sur de l'hydrogène qu'on fabrique par de l'électricité. Et là, ce procédé a été utilisé 2 fois. Une fois par l'Allemagne sous les nazis et une autre fois
à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Oui, oui, tout à fait. Et en ce moment, en Allemagne, d'ailleurs, il y a, je crois que c'est Lufthansa qui a un projet de développer, de produire du kérosène synthétique par ce type de procédé à partir du CO2 pour alimenter une partie de sa flotte aérienne, avions commerciaux. Il y a eu un article. Il y a eu un article, excuse-moi Bernard. Il y a eu un article qui a été publié dans Air et Cosmos à la fin de l'année dernière. Vas-y, je te redonne la main, Bernard. Le problème du CO2 est compliqué parce que supposons qu'on imagine des machines capables de retirer le CO2 de l'atmosphère. C'est pas possible, mais supposons. Eh bien, ce serait catastrophique. Hein. Le CO2, ça va servir à la fonction chlorophyllienne. Vous n'allez pas tuer tout ce qui vit, tous les végétaux. Bien, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que je ne sais pas quelle est la bonne proportion de CO2 dans l'atmosphère. Et j'ai l'impression que si on arrivait à réduire le CO2 dans l'atmosphère, eh bien, par effet d'osmose, tout le CO2 qui est contenu dans les océans ressortirait pour maintenir un équilibre. Alors, je suis d'accord avec les écologistes quand ils critiquent les industriels qui polluent, qui balancent des produits chimiques, etc. Mais pour le CO2, je ne sais pas trop quoi penser. Le CO2, tout le monde en a besoin du CO2. Et il faudrait le réduire jusqu'où? Est-ce qu'on peut passer Robert, est-ce que tu peux voir s'il y a des questions au niveau d'Aix-en-Provence, des questions qu'on pourrait poser également en direct là? Si vous avez des questions. Parlez un peu fort, monsieur. Oui, juste vous avez abordé le sujet du CO2, qui est un peu sujet connu. Oui. Je pense que la meilleure des réponses, c'est de faire un sondage et de demander aux gens, mais quel est le taux aujourd'hui du CO2 en atmosphère? Ils soient surpris. Parce qu'en fait, il est infiniment plus faible que ce que les gens ont en tête. Tout le monde vous dira 10 fois plus, ou 100 fois plus, ou 10 fois plus. Mais moi, je ne saurais pas répondre. Quel est le taux de CO2? De l'ordre de 0,04%. Et quand vous allez faire un sondage, vous allez voir les réponses. C'est pas grand. Non, mais ça. C'est pas au-delà de 20%, 40%. C'est dramatique. Non, mais ça, c'est le matraquage politique. Hein. Mais bon, alors, ne rentrons pas dans cette polémique. Ma question, elle est simple. Quel est le bon taux de CO2, quoi? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que, bon, je veux bien, mais c'est. Celui qu'il y avait avant l'industrialisation. Bon, mais on le connaît? Est-ce qu'on l'a quantifié? Est-ce qu'on l'a mesuré? Non, mais moi, je ne suis pas compétent pour répondre à ces questions, évidemment. La question que je me pose, elle est très simple. Il y a énormément de CO2 dans l'eau et dans les océans. Bon, comment, globalement, est l'équilibre entre cette quantité de CO2 contenue dans les mers et le CO2 atmosphérique? Comment ça se règle tout ça? Est-ce que nous, avec notre industrialisation à outrance, on a mis les pattes où il ne fallait pas? C'est ce que pensent les écolos. Mais je dis, les écolos, je suis d'accord. Moi, quand je suis arrivé à l'usine, on m'a fait faire un stage là-haut au traitement thermique et on m'a dit, surtout, tu ne fréquentes pas le syndicat des pêcheurs de l'étang de Berre. J'ai dit, pourquoi? Après, j'ai compris. C'est parce que quand les bains qui servaient au traitement chimique des aciers et tout, étaient usés. D'ailleurs, c'était des bains sur lesquels il y avait des balles de ping-pong pour pas que ça s'évapore. Eh bien, ils jetaient ces produits dans une espèce de canal qui partait vers l'étang de Berre, à peu près à l'endroit où se trouve l'hôtel, le grand hôtel. Là. Et bon, alors ça, c'est dégueulasse. Bon, il est sûr qu'il faut pas faire ça. Parce que ça va tout tuer, tout. Bon, mais pour le CO2 lui-même, j'aimerais bien qu'on me réponde. Parce que je défends pas pour ça les voitures thermiques. Hein. Je pose la question, c'est tout. Est-ce que il nous reste 5 minutes? Est-ce que il y aurait une seconde question au niveau de l'amphi d'Aix? Et si, oui, il y en a, oui.
Oui, et si vous voulez parler un peu plus fort ou alors vous positionner plus près du micro de sorte à ce qu'on puisse bien entendre, parce qu'on n'entendait pas tout à fait correctement la question du premier intervenant. Oui, monsieur, merci. Monsieur Certain, vous avez titré votre conférence, dont on vous remercie, Énergie, moteur, hélice au pluriel et décollage vertical. Aujourd'hui, depuis quelques années, on voit beaucoup de communication sur des multirotors. Et je me pose des questions sur l'intérêt d'avoir plusieurs hélices par rapport à des monorotors et l'impact sur la sécurité. Bon, alors, le fait d'avoir plusieurs hélices, c'est très simple. Il y a aujourd'hui des maquettes, des drones magnifiques. C'est des petites machines, elles pèsent 4 ou 5 kilos. Vous les envoyez en l'air, vous mettrez votre iPhone là devant vous, vous les pilotez, vous voyez la caméra qui s'en va, vous le perdez de vue, vous appuyez sur un bouton, hop, il revient à côté de votre épaule, c'est merveilleux. Et là, il y a des petites hélices. Bien. Alors, les gens se sont dit, eh bien, on va le faire à l'échelle 10 et on pourra monter dedans. Bon, je vous ai expliqué, si vous avez suivi ma conférence, Oui. que c'est pas si simple. Il y a des invariants. Il y a des invariants dans les moteurs, c'est la vitesse des pistons, 12 mètres par seconde. Il y a des invariants dans les hélicos, la vitesse bout de pale, 200 mètres secondes. Si vous faites un écureuil 2 fois plus gros, la vitesse bout de pale sera toujours de 200 mètres secondes et ne sera pas de 400 mètres secondes à cause de variants comme le Mach, etc., etc. Il y a des invariants partout. Bon. Donc, les gens sont partis de là, en disant, en mettant plusieurs hélices, on va copier les petites pour faire des grandes. Bon. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que pour faire un hélicoptère, pour le piloter, on sait très bien le faire aujourd'hui. Il faut faire un moyeu, il faut faire un plateau cyclique, il faut faire des choses compliquées. Si vous mettez plusieurs hélices, eh bien, en faisant varier la portance des différentes hélices, vous allez le piloter. Seulement, pour simplifier, eh bien, les hélices sont à pas fixe. Bon. Supposez maintenant que votre drone est en vol, vous réduisez la puissance des hélices, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les hélices vont arrêter de tourner. Et elles ne vont pas passer en autorotation, comme un hélicoptère. Pourquoi? Parce que pour passer en autorotation, là, il me faudrait faire un dessin, il faut que les profils soient quasiment à incidence nulle. Vous ne pouvez pas passer en autorotation si l'incidence de vos profils n'est pas nulle. Enfin, l'incidence, je m'exprime mal. Si le calage des profils par rapport au mât n'est pas dans le plan perpendiculaire, n'est pas à 0. C'est pas l'incidence, c'est le calage, celui que vous donnez au pas général. Et après, bon, je pourrais faire tout un cours là-dessus. Vous pouvez pas passer en autorotation. Bien. Ensuite, vous continuez à descendre, vous pouvez vous mettre en vortex. Vous savez ce que c'est le vortex? Non. Bon. Quand vous prenez un hélicoptère stationnaire, vous baissez le pas doucement. La machine commence à descendre et tout d'un coup, brutalement, hop, elle va descendre plus vite. Et là, si vous voulez arrêter la descente, vous mettez du pas, eh bien, vous allez vous retrouver pour un écureuil, parce que j'ai les chiffres en tête, vous allez vous mettre à peu près à 2000 pieds minutes de descente, et vous avez beau mettre de la puissance, vous restez à 2000 pieds minutes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'air qui passe du haut en bas est rebouclé par l'air qui vient d'en bas vers le haut. Et ça fait des tourbillons. Et pendant cette période, eh bien, si on mesure bien toutes les caractéristiques du rotor, vous voyez que la surface active du rotor se met à diminuer, à diminuer, à diminuer. C'est pour ça que votre vitesse augmente. Bon. À une époque, les Anglais, qui ont 200 gazelles, avaient des problèmes de rotor arrière, de fenestron, mais qui était un problème idiot, c'était un problème de manuel de vol. Bon, ok, j'ai résolu ça, mais avant d'avoir tout compris, je me suis mis à faire des essais pour voir l'interaction qu'il pourrait y avoir entre le flux du rotor principal et le fenestron. Donc, avec mon pilote d'essai, c'était Philippe Boutry, on se mettait à assez haute altitude, on se mettait en descente verticale, ce qui n'est pas évident. Hein. Il faut vraiment pas avoir de vent pour avoir des repères au sol, pour pouvoir vraiment rester en descente verticale. Sinon, vous avez tendance à en sortir. Et puis, quand on atteignait des vitesses fortes, où le vol redevient stable, mais vous descendez vite, vous êtes à 4000 pieds minutes, moins 4000 pieds minutes, et bien là, de doucement remettre de la puissance, votre vario rediminue,
vous passez de moins 4000, moins 3000, moins 2000, et là, vous restez à moins 2000. Et je lui avais dit, continue, tire, jusqu'à la puissance max, hop, et on est ressorti du vortex par le haut. Mais la perte d'altitude était énorme. Aujourd'hui, dans les manuels de vol, qui ont été faits à une époque où il n'y avait que des hélicoptères bipales, les hélicoptères bipales ont des qualités pour se garer dans le hangar, mais ils ont des gros défauts, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun moment de contrôle. Il n'y a pas le moment de contrôle si on a sur un rotor de plus de 2 pales, parce qu'il y a une articulation de battement au milieu. Donc, la seule façon de sortir du vortex, c'était de baisser le pas, et à ce moment-là, on récupérait un fonctionnement d'air inverse, mais où il y avait deux niveaux de contrôle, de mettre le manche vers l'avant, et dès qu'on avait pris de la vitesse, de remettre la puissance. Ce qui fait que dans le diagramme des hauteurs et de l'espace, vous y avez une trajectoire très creuse. Sur un hélicoptère comme l'écureuil, quand vous êtes dans le vortex, c'est pas la peine de baisser le pas. Bien sûr, vous allez sortir par le bas. Il suffit de mettre du cyclique. Vous avez encore assez de moments de contrôle pour en sortir. Donc, vous sortez, et dès que vous avez atteint une vitesse supérieure à 20 nœuds, à peu près, c'est 2 fois la vitesse induite, eh bien, vous récupérez, vous pourrez, et vous repartez, et vous creusez beaucoup moins. Il y a encore une meilleure méthode. Si vous êtes en air libre, eh bien, comme l'inertie de roulis est plus faible que l'inertie longitudinale, eh bien, il suffit de balancer le manche d'un côté ou de l'autre, et puis dès que vous avez pris de la vitesse, l'effet girouette vous fait remettre le nez dans le vent, là vous remettez la puissance et vous repartez. Et ça va beaucoup plus vite. Bien sûr, c'est pas à conseiller si vous êtes au bord d'une paroi. Et ça arrive souvent. Moi, j'ai eu à traiter un accident au Grand Canyon où le pilote, il était au bord d'une paroi. Et il n'a jamais compris pourquoi, quand il a tiré sur le pas, il s'est craché. Tuant la plupart des gens qui étaient... On va peut-être arrêter là, Bernard. On te remercie infiniment. Il sera encore là demain matin si je continue.